Bonsoir, bienvenue à vous sur ADN Nouveau Paradigme. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir si vous nous recevez. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et merci d'être parmi nous. Merci. Alors, avant toute chose, comme je vous l'ai dit, je vais attendre vos retours pour savoir si tout est OK. Donc, rebonsoir Christian. Bonsoir. Ce soir, mon invité est Christian Calafat, plus connu sous le nom de Chris Cal. Il est enseignant Reiki, Lao Chi, hypnothérapeute. Il reviendra sur ces notions qui ne sont pas toujours très claires pour ceux qui ne les pratiquent pas. Il nous dira aussi comment, d'un parcours de diplômé de l'enseignement supérieur et d'une vingtaine d'années à des fonctions de marketing dans des grandes boîtes, on en arrive, si j'ose dire, à ce tournant radical, disons-le comme ça. Alors, le titre de la conférence ce soir s'intitule « Comment passer de la conscience analytique à la conscience intuitive ». Chris Cal va évoquer pour nous la synthèse du Tao, les 3 étapes d'évolution d'un cheminement spirituel, à savoir le paraître avec le mental égo, l'être avec le subconscient et l'inconscient, et le disparaître qui est la conscience pure. Je voulais aussi vous dire comment j'ai trouvé, si j'ose dire, Chris Cal. C'est Véronique qui officie sur une autre chaîne qui un jour m'a dit « Connais-tu Chris Cal ?» Je lui ai dit non, mais comme je suis très curieuse, je suis allée voir sur donc sa chaîne. Et je n'ai pas fait que regarder, c'est-à-dire que j'ai fait des méditations guidées et je dois dire que j'ai été totalement conquise parce que j'ai travaillé sur une blessure qui m'est propre et que je me coltine depuis très longtemps, enfin, en ayant travaillé depuis des années, mais je me suis dit bon, allons-y encore. Et je dois dire qu'à ma grande surprise, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que vous voyez, c'était jusqu'à voir cette blessure comme une totale illusion, comme une projection. J'avais projeté quelque chose sur un événement qui était totalement neutre en soi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et vraiment, je me rappelle d'avoir eu un grand sourire et de me dire, mais c'est merveilleux. Bon, je vous dis pas maintenant que vous allez faire ça ou ça va se passer comme ça. C'est aussi un long travail. Mais pour moi, ce qui est important, si vous voulez, je suis un peu comme saint Thomas. Je crois ce que je vois. Pour moi, la spiritualité, ce ne sont pas des hypothèses. C'est vraiment, moi, je vous parle d'un vécu de ce que j'ai vu changer en moi. En fait, c'est du concret. Voilà. Là, je vous parle de quelque chose vraiment de concret qui s'est passé. Je vous dirai un dernier mot. Christian, c'est une voie unique qui permet de faire véritablement un voyage intérieur en toute confiance. Et ça, je trouve que c'est important, d'avoir confiance. Sa présence trouve son éclat dans l'humilité de son accompagnement qui est tout en effacement. Voilà. Je vais laisser la parole à Christian qui, s'il le veut bien, parce que je pense que ça vous intéresse aussi, va nous dire quelques mots sur son parcours, comment on en arrive justement à faire comme ça de grandes études, etc. Et puis d'un coup de consacrer sa vie à enseigner les perles de sagesse en fait qu'il a trouvées en lui. Voilà, je te laisse la parole, Christian. Bon, merci Anne déjà de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aussi chez vous, là où vous êtes. Et c'est pour moi un très grand honneur donc de partir avec vous dans ce voyage très particulier que j'ai moi-même parcouru et que je parcours encore,
qui m'a mené donc de la fameuse conscience analytique, qu'on peut appeler aussi le petit conscient, le mental ego, à cette fameuse conscience intuitive ou conscience tout court. Donc pour revenir brièvement sur mon parcours, je vais vous parler plutôt d'où je parle, car vous dire qui je suis, je ne le sais pas encore, c'est encore quelque chose que je suis en train de chercher à découvrir sur mon chemin d'évolution. Donc je ne sais pas encore qui je suis, mais je sais par où je suis passé et je sais vers où je vais, ce qui est déjà pas si mal. Donc voilà d'où je parle. J'ai, dès la petite enfance, vécu des événements très particuliers qui m'ont donné à ressentir des choses pour lesquelles je n'avais pas été préparé. Donc j'ai eu des connexions de tous ordres et je vous avoue très honnêtement que j'étais très jeune à cette époque-là et que la première émotion qui s'est cristallisée en moi, c'est la peur. Donc de l'âge de 10 ans, 11 ans, ça avait même commencé à l'âge de 3 ans, mais j'en ai vraiment pris conscience vers l'âge de 10-11 ans, j'ai décidé de mettre, je dirais, une chape de plomb sur ces ressentis, parce que je ne les comprenais pas, je ne les contrôlais pas, et je me suis donc complètement fermé à toutes ces perceptions qu'on appelle aujourd'hui extrasensorielles, et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans la vie, dans ma famille, et ensuite donc j'ai intégré un cursus relativement standard, scolaire, et j'ai découvert progressivement toutes les facultés, les possibilités qu'offre notre mental ego, pour construire une vie. Alors une vie bien sûr qui est passée donc entre les fourches codines du conditionnement familial, religieux, social, puis ensuite professionnel, et je suis arrivé donc vers l'âge de 30-35 ans à être ce petit robot parfaitement conditionné, avec un cerveau bien rempli, d'un savoir, je dirais, divers et varié, et suffisamment opératif pour me permettre de prendre ma place dans cette société. Donc jusque-là, je dirais que j'étais le prisonnier volontaire de mon mental, et je ne me posais pas plus de questions que cela, puisque, comme le poisson rouge, j'étais totalement à l'aise dans mon bocal, sans même imaginer qu'un océan pouvait exister autour de moi. Donc j'ai suivi comme ça ce chemin, je dirais, d'intégration sociale, et progressivement, donc je me suis marié, j'ai été au bout de cette démarche, jusqu'à ce que je me rende compte et que je ressente que toutes ces cloisons, toutes ces portes, toutes ces certitudes, toutes ces sécurités que j'avais installées en moi et autour de moi, est devenue finalement ma prison mentale et ma prison émotionnelle. Donc là où j'avais cherché de la sécurité, j'ai finalement trouvé de l'insécurité. Alors, ça ne s'est pas fait bien sûr en un jour, il a fallu de longues années, je dirais, de ressentis, d'expériences, d'échecs, de rencontres, de belles rencontres, de rencontres moins intéressantes. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte que sans ces rencontres difficiles, je dirais même conflictuelles, voire toxiques, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui devant vous. Donc voilà d'où je parle. Je parle d'un chemin de vie qui est, comme tout à chacun, un chemin d'exploration, d'hésitation, de doute, de peur, de certitude et parfois d'erreur. Donc au bout de 20 ans, j'ai eu la chance d'avoir une fracture dans ma vie, une fracture douloureuse qui m'a obligé à me remettre en question. Donc toutes ces sécurités, finalement, je les ai abandonnées et je me suis abandonné à moi-même. Donc j'ai finalement trouvé des ressources en moi que je pensais ne pas trouver. Et cela est passé bien sûr par la méditation. Je ne savais pas méditer à l'époque, je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'ai utilisé cet outil intuitivement, instinctivement, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que quelque chose en moi s'ouvre, et ce quelque chose ne s'est pas ouvert au niveau mental, puisque au niveau du mental j'étais saturé, ça s'est passé au niveau du cœur. Donc cette ouverture du cœur m'a donné accès à un second cerveau. Et bien sûr, du cœur, j'ai pu découvrir mon troisième cerveau, qui est le cerveau des émotions au niveau du ventre. Donc aujourd'hui et ce soir, nous allons donc parler du conscient analytique versus la conscience intuitive. Alors je n'oppose pas les deux, car comme vous l'avez compris, ces différentes dimensions de la conscience s'emboîtent comme des poupées russes. Donc notre chemin d'évolution, il est ce qu'il est, et nous faisons de notre mieux à l'endroit où nous sommes, avec nos amis, notre famille, nos patrons, nos collègues, notre amoureux, notre amoureuse. Et tout cela fait partie, je dirais, du cheminement naturel du développement personnel. Donc la vie, pour moi, est le premier chemin spirituel.
Il n'y a nulle nécessité d'aller chercher des gourous, des enseignants, des plantes extraordinaires et magiques pour découvrir qui nous sommes. Tout est là. Et c'est tout le travail d'introspection que m'a permis la méditation à une époque où justement je vivais totalement à l'extérieur de moi, dans ce mental égo qui n'était jamais rassasié, toujours en attente de quelque chose, et dès que j'atteignais un objectif, eh bien, il me fallait aller vers autre chose, donc c'était l'insatisfaction permanente. Alors bien sûr, dans mes études, dans mon parcours professionnel, aussi bien commercial que marketing, j'ai compris les clés de la manipulation individuelle, collective et de l'auto-manipulation. C'est la raison pour laquelle je comprends aujourd'hui que la plupart d'entre nous sommes des prisonniers volontaires. Volontaires en partie car nous acceptons ce faux confort, cette fausse sécurité, et en même temps involontaires puisqu'une chape sociétale, éducationnelle, religieuse parfois, nous maintient dans cet état de faux libre arbitre. Donc voilà où mon cheminement personnel m'a mené, et progressivement, au travers de stages, comme l'a évoqué donc Anne, que ce soit le Reiki, une technique donc de magnétisme en fait, qui permet de retrouver un certain équilibre et de stimuler ce qu'on appelle les capacités d'auto-guérison. J'ai eu donc à découvrir ces techniques-là en une année de formation. Ensuite, donc, j'ai eu la chance de découvrir le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai découvert une autre dimension de la réalité, qui n'était pas la dimension illusoire du mental, mais une autre dimension qui nous connecte à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus réel, finalement, puisqu'elle intègre la totalité de ce que nous sommes. Donc voilà, je dirais, le point d'orgue de ma première sortie de prison. À la fin donc, de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai vécu des expériences intérieures et extérieures d'une force et d'une émotion si importante que j'ai été obligé de remettre en question ma vie. Donc ça a été un virage radical vers la quarantaine, et à partir de là, j'ai commencé, sans vraiment savoir si ça allait être mon nouveau chemin de vie, à m'occuper de moi-même et ensuite des autres. Donc j'ai bien sûr été accompagné, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai eu la chance d'être suivi par un psychanalyste, puis une autre psychanalyste plus spirituelle qui m'a ouvert d'autres portes, par un psychothérapeute. Donc j'ai eu la chance aussi de bénéficier des avancées de l'accompagnement cognitif. Et à partir de là, j'ai pu prendre mon envol en laissant justement cette conscience intuitive s'installer progressivement dans ma vie. Donc voilà les deux paradigmes entre lesquels aujourd'hui j'évolue. Le premier paradigme nous vient de René Descartes, le fameux « je pense donc je suis ». Ce paradigme-là est la définition même de du conscient, du mental égo. Ce mental qui donc intègre des processus cognitifs qui nous permettent de réfléchir, d'analyser, de rêver, d'estimer, de relativiser, toute cette boîte à outils qui nous permet d'appréhender le monde et d'entrer en relation avec les autres. Donc cet outil, le mental égo, est un outil essentiel. Il n'est à aucun moment nécessaire et utile de vouloir détruire l'ego de quelque manière que ce soit, puisque c'est notre outil, c'est la passerelle qui nous permet de communiquer avec les autres. Donc j'ai utilisé mon ego et j'ai fait en sorte, comme le prescrit la philosophie bouddhiste, de le remettre à ma disposition, à mon service. Donc il a fallu que je comprenne que je pouvais intervenir à différents niveaux de conscience, que mon mental et mon ego étaient à un certain niveau, qu'à un autre niveau, il y a ce qu'on appelle le subconscient, cette partie où on va chercher des souvenirs, où les rêves se construisent, et cette partie-là est accessible. Alors je l'ai découvert bien plus tard en apprenant l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, et enfin l'hypnose spirituelle. Et enfin, il y a la part d'inconscient qui représente près de 90% de notre réalité psychique cachée. En fait, là où l'on croit que le mental égo est dominateur et le maître de la réalité, on s'aperçoit très vite que finalement, il ne perçoit pas grand-chose, et en tout cas, tout ce qu'il perçoit, il le traduit. Et tous ces filtres que l'on porte en nous, que sont nos émotions, nos conditionnements, nos croyances, nos peurs, nos certitudes,
nos concepts et nos préceptes religieux, politiques parfois, syndicaux, peu importe, tous ces filtres-là, émotionnels aussi, nous empêchent de percevoir ce qu'est vraiment la réalité. Nous ne faisons que l'interpréter. Et c'est parce que nous interprétons cette réalité que les conflits peuvent apparaître, que les malentendus peuvent apparaître, et que l'on peut se retrouver finalement très seul alors que nous sommes entourés. Le troisième niveau, au-delà du mental, du subconscient et de l'inconscient, c'est le niveau de la conscience. Et la conscience a cette particularité qu'elle englobe tous ces autres niveaux. Elle est finalement le début et la fin de toute chose. Et tout naît et meurt dans la conscience. Sachant que quand on parle de mort, c'est une mort qui se recrée en permanence. Donc ce n'est pas la mort définitive de l'ego qui lui a réellement peur de mourir. Et il a raison d'avoir peur puisqu'effectivement, il partira quand j'aurai quitté ce corps qui est un excellent véhicule et je remercie mon corps pour tout ce qu'il me permet de vivre aujourd'hui, mais ce n'est qu'un véhicule, qu'un vêtement. Donc nous allons évoluer dans cette présentation du mental ego, donc je pense, donc je suis, vers un autre paradigme qui est je suis, donc je pense. La conscience est à la base de tout. Et la conscience est capable de faire beaucoup plus que penser. Elle est capable non seulement d'articuler le mental, l'ego, le subconscient et l'inconscient, mais elle est aussi capable de connecter de l'information et de nous la transmettre. Alors bien sûr, l'information en question n'est pas le fruit d'une réflexion, d'une analyse, n'est pas le fruit de nos connaissances. Et cette information, nous l'appelons l'intuition. Et c'est ce qui est très intéressant et qui nous permet justement de comprendre qu'il y a cette architecture mentale, égo, subconscient et inconscient, et à côté, la conscience, qui passe le plus clair de son temps à communiquer avec nous. Parfois, nous sommes à l'écoute de ces intuitions, et parfois nous ne sommes pas à l'écoute de ces intuitions, pour plein de bonnes raisons. Et la première de ces raisons s'appelle le libre arbitre. Donc je reviendrai sur la notion de libre arbitre tout à l'heure. Donc le travail que je propose aussi bien en cabinet en tant que thérapeute et accompagnant, aussi bien dans les formations que je propose pour le Reiki, le Lao Chi, qui est une autre forme de technique énergétique qui agrège un niveau de conscience, je dirais, plus large. Le Reiki est un excellent et merveilleux voyage qui permet d'avancer dans la connaissance de la spiritualité et de sa propre spiritualité. Le Lao Chi permet d'aller un tout petit peu plus loin en quittant l'espace du mental ego pour s'intégrer totalement au niveau du cœur, du chakra du cœur pour ceux qui sont familiers du terme chakra. Donc ce niveau de conscience au niveau du cœur est finalement le point central de notre conscience. C'est là que se connectent toutes les informations intuitives. Et toute la difficulté, tout le travail consiste à créer cette bascule qui nous permet de passer du mental ego vers le cœur. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, il y a tout un processus qui doit être mis en place, il y a pour ça des clés qui sont fournies aujourd'hui gracieusement sur Internet. Vous avez d'innombrables ouvrages qui permettent aussi d'accéder à ce savoir, mais je vous rappelle que le savoir n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est un savoir que vous avez intégré, que vous avez ressenti au plus profond de vous. Et c'est quelque chose qui vous transforme. La connaissance, c'est quelque chose qui nous permet de naître de nouveau. Et c'est par l'intermédiaire donc, de ces échanges que je suis amené à faire avec mes clients et les stagiaires qui viennent dans le cadre de l'association Active Zen que j'ai créée, avec d'autres amis thérapeutes, que nous allons transformer ce savoir en connaissance. Et dans le cadre justement du partenariat et de l'accompagnement que nous avons avec Anne, nous allons vous proposer aussi 3 ateliers sur lesquels je reviendrai, 3 ateliers de 2 heures qui permettront justement de faire ce cheminement que l'on retrouve dans beaucoup de philosophies, dans le Tao en l'occurrence, qui est une philosophie que j'affectionne tout particulièrement, où nous évoluons donc dans une première étape, comme on l'appelle, donc l'étape du paraître, qui est le royaume du mental et de l'ego, puisque l'ego et le mental aiment paraître. Le mental et l'ego aiment imposer leur point de vue, montrer leur intelligence, montrer leur magnificence, leur force. Et c'est tout à fait normal et logique, car ça fait partie de l'enfance de la conscience. Il est nécessaire et utile de passer par toutes ces étapes de démonstration pour pouvoir justement
les oublier et les quitter progressivement pour accéder à la deuxième étape, qui sera l'objet du deuxième atelier, qui est l'atelier donc qui va s'articuler autour de la notion d'être. Donc nous abandonnons avec le premier atelier la notion de paraître, et nous l'exploiterons ensemble pendant 2 heures avec les outils adéquats, et nous passerons à cette notion d'être, qui interroge bien sûr l'individualité, la personne que nous sommes. Qui sommes-nous vraiment? Sommes-nous seulement un homme, une femme? Sommes-nous seulement un fils, un collègue, un patron, un salarié, un citoyen? Si l'on enlève toutes ces étiquettes, qui sommes-nous vraiment? C'est à cela que le deuxième atelier va vous amener à réfléchir, et au-delà de ça, à ressentir cette vibration de votre être profond. Donc là, nous commençons bien sûr à aborder les rives de la conscience, mais nous allons le faire de manière très progressive, en utilisant les outils adaptés, justement pour faire cette bascule du mental vers l'inconscient et le subconscient. Et enfin, lors du troisième atelier, qui durera 2 heures, nous entrerons de plein pied dans la conscience pure. Elle ne peut être que pure d'ailleurs, puisqu'elle est connectée au tout. Alors, cette conscience, elle est, selon Gustav Jung, l'inconscient collectif. Selon Rupert Sheldrake, elle est la conscience collective, ces fameux champs d'information auxquels nous nous connectons sans savoir comment ni pourquoi nous nous connectons, et qui nous permet d'accéder à cette fameuse intuition et à ces informations qui ne viennent ni de la réflexion, ni de nos souvenirs, ni de notre intelligence à proprement parler. Donc voilà un peu les triptyques. Christian, oui, oui, tu m'entends? Très bien. Peut-être que là, justement, tu aurais peut-être pu nous dire assez succinctement, Oui. mais qu'est-ce que le Reiki, le Lao Chi et l'hypnothérapie? Parce que dans les ateliers que tu vas proposer, c'est peut-être c'est l'hypnothérapie que tu vas utiliser. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Alors, en fait, je vais utiliser un petit peu de chacun de ces outils. C'est ça, c'est peut-être pour ça justement, je pense qu'il serait important de dire en quoi ça consiste. Oui, lors du premier atelier, je vais utiliser certains outils et préceptes du Reiki qui permettent de relativiser notre perception consciente. Donc nous allons découvrir comment et pourquoi notre conscient, notre mental ego nous trompe, nous abuse. Et là, nous allons déjouer l'illusion. C'est l'objectif premier de cet atelier et de l'utilisation du Reiki. Avec l'hypnose, dans l'atelier numéro 2, nous utiliserons les outils de l'auto-hypnose pour basculer justement du mental vers le subconscient, et peut-être même nous irons jusqu'aux frontières de l'inconscient, où là où se trouvent en fait nos blessures, nos peurs et nos croyances. Donc le deuxième atelier, grâce à l'hypnose et à l'auto-hypnose, est articulé autour de ces outils et en direction de ces 2 chemins, le subconscient et l'inconscient. Et enfin, bien sûr, nous utiliserons le Lao Chi et la méditation spirituelle de pleine conscience, qui va nous permettre, bien évidemment, de connecter 2 choses. D'abord, notre guide intérieur. Alors, le guide intérieur, on peut l'imaginer comme étant un guide extérieur, comme étant un ange gardien, peu importe. Chacun y mettra le vocable et l'image qu'il souhaite. C'est pas très important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que vous fassiez cette connexion profonde, intime. Et là, le Lao Chi, qui est une fréquence qui travaille sur le chakra du cœur, va beaucoup nous y aider. C'est ce que je vais bien sûr utiliser pour vous accompagner au mieux à cette connexion du second cerveau, qui est le cerveau caché dans le cœur et qui nous connecte finalement à la conscience réelle, la conscience véritable. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Oui. Ok. Donc je vous ai donné les explications concernant donc les 3 ateliers, les différentes techniques qui vont être utilisées. Alors bien sûr, le détail vous sera donné en temps et en heure au moment des ateliers, puisque nous aurons le temps de découvrir cette technique en les pratiquant. Et en général, ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque atelier, en fait, je vous transmettrai des petits exercices à utiliser et pratiquer de façon à préparer l'atelier suivant. Donc voilà, ils ont été conçus de manière à ce que chaque atelier renforce l'atelier suivant et que vous puissiez donc progresser avec les jours et les semaines qui nous sépareront, et éventuellement aussi poser des questions sur votre vécu après l'atelier pour savoir si les choses se sont bien manifestées comme vous l'avez souhaité lors des ateliers.
Ok. Alors, donc, comme je vous le disais, je suis donc un chemin qui m'est inspiré par le Tao. Et sur ce chemin, donc, il y a ces 3 fameuses étapes, qui sont des étapes en fait d'évolution, qui consistent dans un premier temps à paraître. Et là, c'est tout le chemin que moi-même j'ai parcouru pendant près de 20 ans. Donc c'est la course en fait à la place dans la société, dans la famille, et la course donc à l'image de marque et à la carte de visite, comme on dit. Donc ensuite il y a l'être. L'être, c'est le chemin que je fais aujourd'hui pour essayer d'être en résonance avec ce que me demande mon cœur finalement, et donc reconnecter toutes ces facultés que j'ai pu découvrir dans ma jeunesse et que j'avais complètement occultées parce que j'étais ignorant, et donc l'ignorance générant la peur, je redécouvre aujourd'hui toutes ces facultés qui me permettent justement d'accompagner de manière très personnelle et très différente les personnes que je rencontre, même si j'utilise bien sûr des outils très opérationnels comme l'hypnose, le coaching, le reiki ou le lao chi. Je fais beaucoup appel à mon intuition justement pour accompagner au mieux les personnes qui viennent me voir en cabinet. Donc la dernière étape, disparaître. Alors il y a deux niveaux de disparition. Il y a le niveau complet, physique, donc on appelle ça la mort. Donc quand j'aurai disparu, eh bien je le saurai, vous le saurez aussi, je ne serai plus là. Et il y a un autre niveau de disparition qui consiste non pas à mourir, mais à être toujours présent, mais je dirais de manière totalement consciente. Donc là, c'est la 3e étape, c'est ce qu'on appelle vivre en conscience. Vivre en conscience signifie simplement que nous ne sommes plus les jouets des illusions du mental, que nous ne sommes plus les victimes consentantes d'une vie qui ne nous correspond pas, que nous ne sommes plus les jouets de nos émotions, et que même si tout cela existe encore en nous, nous sommes tout à fait en mesure de vivre, de partager, d'échanger en toute sérénité, sans être loin du monde perturbé par notre état d'être humain, puisque dans cet état de disparition de l'ego, il y a une force, une sérénité profonde que beaucoup de maîtres, bien sûr, ascensionnés ou encore de ce monde, ont atteint et nous ont transmis dans leurs enseignements, ou que leurs disciples, puisque souvent les maîtres n'écrivent pas, que leurs disciples nous ont transmis. Donc voilà la 3e belle étape qui m'attend et qui nous attend tous, si nous continuons à produire les efforts de domestication du mental ego. Alors, comment fait-on pour percevoir déjà le mental, l'ego, et qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que le mental? Qu'est-ce que l'ego? Alors le mental, en fait, c'est une espèce de processus qui est généré par l'activité de nos neurones. Alors l'activité de nos neurones, il faut savoir que nous avons globalement plus de 100 milliards de neurones dans notre boîte crânienne, que ces neurones travaillent en parfaite collaboration les uns avec les autres, puisqu'ils sont connectés, et toutes ces informations qui sont des champs électriques et électrochimiques dans le cerveau permettent d'accéder à de l'information. Alors cette information, nous y accédons parce que notre cerveau, il a été formaté dès la petite enfance pour reconnaître que telle vibration, qu'on appelle un mot, une couleur, un toucher, correspond effectivement à une signature électromagnétique dans le cerveau. Et grâce à cette base de données qui nous est commune, qu'on appelle le langage, nous pouvons communiquer les uns avec les autres. Mais en définitive, lorsqu'on y regarde de plus près, ce qu'on appelle la réalité, donc la réalité perçue, n'est en fait compte qu'une traduction de toutes ces perceptions électriques et électrochimiques. Donc la réalité en tant que telle n'est qu'une traduction de ces perceptions. Alors comment cette réalité subjective, pour le coup, nous parvient-elle? Alors bien sûr, elle nous parvient par nos 6 sens. Nous avons donc en nous, dans ce corps, 6 sens qui nous permettent d'accéder à cette information de cette réalité subjective. Nous avons bien sûr la vue, l'audition, nous avons le goût, nous avons les sensations, donc ce qu'on appelle le kinesthésique, et nous avons le gustatif, donc quand nous mangeons quelque chose, nous avons le goût, et tout cela nous permet d'avoir de l'information. Donc ces 5 sens sont les sens, on va dire, primaires. Nous avons aussi un 6e sens. Ce 6e sens qu'on oublie bien souvent, c'est le sens de la synesthésie, c'est-à-dire le sens du ressenti. Et là, bien sûr, nous utilisons nos émotions. Donc à partir de ces 6 sens, nous percevons et traduisons le réel. Ce réel qui est finalement une fluctuation d'informations qu'on pourrait
nommée quantique, mais je suis très prudent avec ce terme, est traduite, interprétée par nos bases de données éducationnelles, religieuses, sociétales, etc. Une fois que cette information est entrée en nous, elle est à son tour transformée, interprétée, modifiée, modélisée. Pourquoi? Puisque dans notre inconscient va se structurer une mémoire émotionnelle, on va y retrouver nos peurs, nos blessures, notre éducation, nos certitudes, et tout ça va donner une coloration à l'information que nous avons captée par nos 6 sens. Donc, cette réalité va encore transmuter. Et entre le mental et l'inconscient, il y a cette fameuse barrière du subconscient, où là encore d'autres filtres vont interférer. Et là, nous appelons ça des biais cognitifs. Alors, ces biais cognitifs, c'est simplement des interprétations supplémentaires qui peuvent être d'ordre émotionnel, intellectuel, politique, religieux, familial, des atavismes. Enfin, ce sont d'autres filtres qui viennent encore modifier nos premières perceptions. Et en bout de chaîne, nous avons notre mental qui perçoit grosso modo entre 5 et 10% de la réalité que nous avons expérimentée. Donc le mental arrive toujours en dernier. Ce que l'on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences, c'est que l'inconscient perçoit l'information bien avant le mental. Le subconscient bien avant le mental. Et le mental finalement n'a qu'un résumé. Un résumé acceptable. Encore faut-il que le mental l'accepte et il va l'intégrer comme étant sa réalité. Ce qui explique tous ces malentendus et toutes ces difficultés que nous avons à nous faire entendre, comprendre, à nous faire aimer, à rencontrer la personne qui nous convient, le travail qui nous convient, etc. Donc entre le moment où nous ressentons quelque chose, le moment où cette chose se manifeste en nous, ces percepts se manifestent en nous, et le moment où nous les évoquons avec notre mental, il s'est passé énormément de choses. Alors ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que les neurosciences, les neurologues, tous ceux qui étudient le fonctionnement du cerveau, nous donnent beaucoup d'informations sur la mécanique du cerveau. Et quand on parle du cerveau, de l'encéphale, cette matière grise qui contient tous ces neurones, en fait c'est un abus de langage. On devrait parler d'une multitude de cerveaux. Car dans cette boîte crânienne, qui est la mienne, vous allez retrouver non seulement une masse compacte, mais cette masse compacte est divisée en 2 parts. Vous avez donc déjà les 2 hémisphères. Et l'on sait que chaque hémisphère perçoit la réalité à son niveau. L'un est plus rationnel, l'autre semble plus émotionnel. Voilà les grands distinguos que l'on peut faire sur ces 2 hémisphères, même si ça a beaucoup évolué depuis. Donc nous avons déjà ces 2 cerveaux qui sont en fait 2 habitants. Nous sommes déjà 2 en nous-mêmes. Ensuite, dans chacun de ces hémisphères, vous avez donc des aires cérébrales très différentes. Alors elles ne sont pas spécialisées comme on pouvait le penser il y a 30 ans. Elles sont polyvalentes, mais elles ont quand même, je dirais, des activations très particulières. La vue va activer certaines régions du cerveau, l'audition d'autres régions du cerveau, le toucher et le goût d'autres régions encore. Mais on sait aujourd'hui que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se régénérer dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, dans le cas d'une forte dépression, le cerveau va pouvoir faire transiter, je dirais, des modules opératifs dans d'autres parties du cerveau pour compenser la perte qui a été occasionnée justement par cette maladie ou par un accident de la vie. Donc la plasticité du cerveau nous a permis de découvrir récemment que nous continuons à produire des neurones tout au long de notre vie. Et plus nous cherchons, plus nous apprenons, plus nous échangeons, les liens sociaux sont très importants aussi pour ça, plus notre cerveau demeure plastique et donc capable d'apprentissage. Donc, il y a encore 20 ou 30 ans, nous avions des idées très arrêtées et des certitudes sur le fonctionnement du cerveau, comme quoi il était figé, qu'il ne pouvait plus évoluer, qu'à partir d'un certain âge, la dégénérescence était enclenchée. Eh bien en fait, ce n'est pas vrai. Tout cela, les neurosciences très récemment nous l'ont prouvé. Le fait de méditer, le fait de vivre dans un climat peu stressant, dans un climat d'amour, d'affection, de compassion, de bienveillance, tout ça contribue au bien-être général du corps, bien sûr, mais à la très bonne santé de notre cerveau. Et dans cette logique-là, nous ferons des exercices, justement, qui vont contribuer à l'alimentation et à la régénérescence du cerveau.
Donc tout ça pour vous dire que depuis que vous m'écoutez, votre cerveau a construit de nouvelles liaisons neuronales, les synapses se sont activées de manière beaucoup plus active. En tout cas, je l'espère, en tout cas c'est mon cas, et vous avez donc contribué à la plasticité de votre cerveau, et donc au rajeunissement de votre être, puisque plus le cerveau est actif, plus on est jeune d'esprit. Donc l'âge est très relatif, et plus on avance en âge, plus on s'intéresse à la vie, plus on s'intéresse aux autres, et plus on est jeune finalement. Donc voilà le message d'espoir pour ceux qui s'inquiètent de leur perte de mémoire, ou de leurs oublis momentanés. Voilà pour ce qui est du cerveau et des neurosciences. Alors, le cerveau, donc, il est une espèce de congrégation de substances et de structures corticales et de structures sous-corticales. Donc, on va aller un peu plus loin dans la connaissance du cerveau, puisque vous allez comprendre que non seulement nous avons deux hémisphères, donc deux entités en nous, nous avons différentes zones qui s'activent en fonction de ce que l'on apprend, de ce que l'on partage, de ce que l'on ressent, mais nous avons aussi des cerveaux qui n'ont pas le même âge. Nous allons commencer par le premier cerveau, le cerveau reptilien, qui se trouve donc dans le prolongement de la moelle épinière. Ce cerveau reptilien, qui a environ 400 millions d'années, est le cerveau de la réaction, celui qui nous permet la survie. C'est lui qui gère notre respiration, sans que votre mental n'ait à s'en occuper. C'est lui qui gère votre pression artérielle, qui gère aussi la quantité d'oxygène dans le sang, et qui permet en cas de danger de mobiliser donc les muscles et de vous permettre de fuir, de lutter, ou au contraire de faire le mort si jamais un danger se présente à nous. Donc ce cerveau reptilien est le plus rapide, c'est celui qui intervient quelle que soit la situation. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, lorsqu'une situation se présente à nous, nous avons, sans le savoir, ou peut-être en le sachant, une réaction physique, reptilienne. Ensuite vient un deuxième cerveau, qui est apparu il y a à peu près 100 millions d'années, qu'on appelle le cerveau limbique. Donc le cerveau limbique, c'est un cerveau qui va intégrer tous les apprentissages. Les apprentissages au niveau individuel et au niveau collectif. Donc vous avez le néolimbique, tous les apprentissages individuels, le langage, l'éducation, le fait de savoir faire du vélo, etc. Et le cerveau paléolimbique, qui est donc ce troisième cerveau, qui permet de travailler et de communiquer avec la collectivité. Et ce troisième cerveau est apparu lorsque les familles de la préhistoire se sont associées à d'autres familles pour former les premiers clans et les premiers villages. Donc il a fallu créer des règles. Ces règles nous ont permis de développer ce qu'on appelle l'instinct grégaire, donc la vie en communauté. Et les premières sociétés humaines sont nées de ce troisième cerveau qu'on appelle le paléolimbique, il y a de ça 50 millions d'années. Donc voici trois étages, trois cerveaux. Le cerveau reptilien, celui qui réagit instantanément. Le cerveau limbique, celui qui commence à ressentir des choses, à les matcher avec les émotions internes et les connaissances internes. Le paléolimbique qui interroge notre capacité à réagir. Est-ce que ma réaction est conforme ou non aux règles sociétales, aux règles de la famille, aux règles de l'entreprise? Est-ce que je peux m'autoriser à exprimer mon ressenti ou pas? Et en fonction, je dirais, de la contrariété et de la frustration que nous allons vivre au niveau de chacun de ces trois cerveaux, des pathologies inconscientes puis bien sûr manifestes vont s'installer en nous. Et nous allons bien sûr appeler cela la maladie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas pu être exprimé parce que justement le contexte, l'environnement ou l'autocensure interne nous a empêchés de le faire. Au-delà de ces trois cerveaux est apparu il y a de cela 100 000 ans à peu près, peut-être même entre 300 000 ans et 100 000 ans, un quatrième cerveau. Alors ce cerveau, on l'appelle le néocortex. Le néocortex, c'est finalement une écorce de neurones qui s'installe tout autour de notre encéphale, de notre cerveau, qui recouvre donc les trois autres cerveaux. Les neurones sont très différents en fonction de chacun des cerveaux. Le néocortex, c'est exactement ce qui se passe dans les trois autres cerveaux. Et il a un avantage énorme sur les trois autres cerveaux. Il a ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal, c'est en fait une zone qui se trouve juste derrière le front. Chez les spiritualistes, on appelle ça le troisième œil, et vous verrez que c'est tout à fait juste. Ce troisième œil, donc ce cortex préfrontal, est le chef d'orchestre finalement de nos fonctions cognitives. Ce
cortex préfrontal permet de tempérer, mesurer, percevoir tout ce qui se passe à des niveaux plus profonds. Et comme le néocortex est très intelligent, très sage, il peut soit décider de laisser s'exprimer la colère du reptilien, le rappel de ses émotions du limbique, le rappel des règles de la loi du paléolimbique, ou alors décider de prendre la main. Et lorsqu'il prend la main, il fait en sorte que l'information qui doit être transmise le soit, mais de manière assertive. Assertive, ça signifie que la façon dont le cortex préfrontal va transmettre l'information va non seulement vous respecter et respecter votre énergie émotionnelle, mais va aussi respecter le cadre dans lequel vous vous exprimez, la famille, la société, l'entreprise, le couple, les enfants, de manière à ce qu'ils ne se sentent ni rejetés, ni jugés. Donc c'est tout l'intérêt de travailler avec son néocortex, qui est ce fameux chef d'orchestre très intelligent et très sage. La difficulté, bien évidemment, c'est que le néocortex est toujours en retrait. Il laisse toujours la prédominance aux autres cerveaux qui nous habitent, sauf quand il y a un risque majeur pour nous, comme un risque d'accident, un risque de mort. Et là, il peut arriver que le néocortex, via le cortex préfrontal, prenne le relais et agisse de manière efficace, instantanée, purement intuitive et nous sauve la vie. Et quand vous écoutez les témoignages de certaines personnes qui ont vécu des accidents très violents et qui vous expliquent que sans savoir pourquoi ni comment, elles ont été dans une capacité nouvelle et extraordinaire de s'extraire du danger, sans avoir même eu le temps de réfléchir, eh bien vous comprenez à ce moment-là que le cortex préfrontal est entré en action. Car le cortex préfrontal ne passe ni par la réflexion, ni par l'analyse du mental. Il passe uniquement par l'intuition. Donc connecter votre conscience intuitive, c'est justement faire usage et abuser des facultés extraordinaires du cortex préfrontal. Et c'est justement, dans le cadre des 3 ateliers, le chemin que nous allons suivre pour connecter, créer ces bascules, ces automatismes qui permettent au cortex préfrontal de prendre le plus souvent possible la gouvernance de votre vie. Donc voilà pour l'aspect mécanique des choses. Au-delà de ça, on a découvert des choses encore plus passionnantes avec le cortex préfrontal. On s'est amusé, c'est une façon de parler, les chercheurs en neurosciences ont réuni des cohortes d'étudiants, par exemple, pour leur montrer des images sur informatique, sur ordinateur, et percevoir avec leurs ondes encéphalographiques les parties du cerveau qui est entrée en action. Donc on a des ondes cérébrales qui s'activent lorsque l'image, par exemple, est effrayante, lorsque l'image est agréable, sensuelle, politique, peu importe. On mesure les réactions du mental et donc les ondes cérébrales générées par ce mental qui réagit à l'information qui lui sont transmises. Plusieurs cohortes d'étudiants passent, les images sont bien sûr tirées au hasard, et au bout d'un moment, on s'aperçoit d'une chose très étonnante. L'onde cérébrale qui correspond à l'onde de la peur se manifeste 400 millisecondes avant que l'image effrayante apparaisse sur l'écran d'ordinateur. L'onde cérébrale qui manifeste la joie se manifeste 400 millisecondes avant que l'image joyeuse apparaisse sur l'écran d'ordinateur. Donc nous observons aujourd'hui scientifiquement une capacité nouvelle qu'on pourrait appeler d'anticipation du réel qui est présente en nous. Donc la question qui se pose, c'est comment notre cerveau peut-il anticiper une réalité qui n'est pas encore manifestée? Eh bien, c'est le sens même de l'intuition. L'intuition est un mot très étrange qui nous vient du latin scolastique et qui est le seul mot dans le latin scolastique qui est construit de cette manière-là. Intuitio. Le préfixe in qui signifie dedans, tui qui signifie le jaillissement et sio qui signifie la révélation. L'intuition est quelque chose qui nous est révélé, une vérité qui nous est révélée sans utiliser notre mental,
réflexion, connaissance, mémoire, intelligence. C'est une information juste, parfaite, qui s'impose à nous au niveau de notre cortex préfrontal et qui nous laisse comme subjugués par la puissance de sa vérité. Et c'est maintenant que je vais reconnecter à ce fameux libre arbitre. Le libre arbitre est l'outil privilégié du mental égo. Et le libre arbitre peut décider d'accueillir cette intuition ou de la rejeter. Et c'est là toute la difficulté du maintien de l'état intuitif, car le libre arbitre est toujours présent. Alors me direz-vous, mon libre arbitre, c'est ma liberté. Il est hors de question que je me sépare de ce libre arbitre. Alors ce qui est vrai à un niveau mental est beaucoup moins vrai au niveau de la conscience. Je m'explique. Si l'intuition est juste, et c'est souvent le cas pour ne pas dire toujours le cas, à quoi sert le libre arbitre? Si l'intuition est fausse, s'agissait-il vraiment d'une intuition ou simplement du fruit d'une longue maturation, d'une longue réflexion? C'est à chacun, au travers de votre expérience, de vous remémorer les moments de votre vie où vous avez reçu les intuitions et de quelle manière ces intuitions ont pu ou non modifier le cours de votre vie. Lorsque je discute avec mes clients ou avec mes stagiaires qui viennent en formation, je leur dis souvent la même chose. Lorsque dans votre vie quelque chose change radicalement, lorsque un virage est pris, il est rare que vous disiez « j'ai mûrement réfléchi, je me suis posé toutes les questions, j'ai trouvé les réponses, et à partir de maintenant, je décide de vivre de telle manière. » C'est assez rare. En général, ce que l'on dit, c'est « j'ai pris cette décision en mon âme et conscience ». Cela signifie que quelque chose s'est imposé à nous, quelque chose d'irrévocable, qu'aucun argument, qu'aucune manipulation ne peut retirer. Cette intuition profonde, elle est un jaillissement. Elle est même le sens même de l'existence et de la vie. C'est même la théorie du Big Bang qui nous explique que quelque chose a jailli quelque part, à un instant donné. Et de ce jaillissement, tout est apparu. Alors oui, on peut aujourd'hui, grâce aux sciences et grâce à des techniques que l'on enseigne, que l'on apprend, et à, je dirais, les expériences personnelles, on peut réaliser cette bascule naturelle du mental égo limité, qui ne dispose que du libre arbitre, qui est dépendant du niveau d'intelligence, de savoir accumulé, à un niveau de conscience, purement intuitif, où la connaissance s'installe naturellement en nous, sans qu'on ait besoin de la chercher. Elle est comme une évidence, comme une source qui coule en nous, et qui guide progressivement notre chemin de vie. Et donc, passer de l'état premier, où on est dans le paraître, et on utilise très justement son libre arbitre, à l'état second, où l'on est ce que l'on est, où l'on utilise principalement son intuition, et encore un petit peu son libre arbitre, ça se cultive, ça s'apprend, ça peut demander de longues années d'apprentissage, ça peut demander parfois des épreuves personnelles, émotionnelles, physiques. Ça peut être la maladie, ça peut être un licenciement, un divorce, ça peut être la perte de quelqu'un de très cher. Tous ces apprentissages, toutes ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, sont des invitations à changer, à évoluer et à comprendre que nous ne sommes pas la somme de notre parcours émotionnel, de nos croyances et de nos certitudes. Nous sommes bien plus que cela. Nous ne sommes pas que la somme de ces 40 000 milliards de cellules qui nous animent dans ce corps. Nous sommes bien plus que cela. Et c'est d'ailleurs le cœur même de la grande divergence scientifique, philosophique, ontologique que vivent aujourd'hui les personnes qui s'intéressent à ces sujets. Est-ce que la conscience est le fruit du cerveau
Ou est-ce que la conscience est immanente et elle se connecte au cerveau, créant ce petit conscient qui permet ce soir de dialoguer, de transmettre ces quelques éléments d'information et d'expérience que j'ai pu ressentir dans mon parcours de vie. Alors, les choses évoluent de plus en plus et de mieux en mieux, et je pense que nous avons une chance extraordinaire aujourd'hui de disposer d'un outil merveilleux comme Internet, même s'il y a bien sûr des travers à cet outil, car nous pouvons diffuser de manière collective, globale, des clés, des raisonnements, des sensations, des partages qui nous permettent d'avancer chacun à notre niveau et chacun à notre rythme. Et ça, c'est un atout et un don extraordinaire que d'être ici, à cette époque, à cette période où la Terre évolue, où l'humanité évolue. Sur le plan scientifique, je dirais que nous ne sommes plus très loin aussi de ces découvertes et de cette convergence entre la spiritualité et la science. Alors la mécanique quantique nous y pousse, bien sûr, et je vais juste vous évoquer rapidement l'état de l'art aujourd'hui, en évoquant donc les recherches et les découvertes qui ont été faites donc par deux chercheurs. Le premier s'appelle, donc j'ai noté son nom, Sir Roger Penrose, et le second s'appelle Stuart Amroff. Donc si ça vous intéresse, faites des recherches sur Internet, car ces deux personnes ont réussi à unifier justement cette conscience extraneuronale et ce petit conscient neuronal pour le coup. Et ils ont découvert que dans le cerveau, il y avait une zone à l'intérieur des neurones qu'on appelle des microtubules, donc de simples petits tubes microscopiques dans lesquels vibrent des électrons, mais vibrent de manière quantique. Ça signifie que ces électrons sont tantôt dans la sphère du réel, de l'incarné, et tantôt dans le champ du désincarné, dans le champ quantique, où l'information se trouve, et c'est de cette manière que la conscience communique visiblement avec le conscient. Donc la science avance, et je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer cela. Il y a aussi d'autres chemins qui, de manière différente mais concomitante, permettent de comprendre cela. Il y a bien sûr les expériences de mort imminente qu'on appelle des NDE, EMI ou ENP, expériences de mort provisoire. Et là, je vous invite à lire bien sûr les merveilleux ouvrages du docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est un anesthésiste et qui a écrit d'excellents ouvrages sur cet état de conscience ou d'hyperconscience lorsque les personnes sont mortes cliniquement et reviennent avec des histoires extraordinaires de connexion spirituelle, avec parfois même une explication sur le sens de leur chemin de vie et aussi le sens spirituel de ce qu'est la vie, à quoi elle sert et pourquoi nous avons, à mon sens, beaucoup de chance d'être incarnés dans cette période de vie pour avancer, pour évoluer en tant que conscience et en tant qu'âme. Voilà. Oui, très bien. Oui, alors, pour ce qui est de la partie quantique, vous pouvez donc aller rechercher Sir S.I.R., donc c'est un titre de noblesse, je crois anglais, Roger, R-O-G-E-R, Penrose, P-E-N-R-O-S-E, et Stuart, S-T-U-A-R-T, Amroff, H-A-M-E-R-O-F-F. Donc ils ont commis plusieurs publications scientifiques en 89, 94, 98, et ces publications donc font état justement de cette connexion quantique entre cette conscience qui est hors corps, hors cerveau, et justement donc ces microtubules avec ces résonances électromagnétiques et quantiques, plutôt quantiques, au niveau des électrons qui se trouvent à l'intérieur de ces tubes dans nos neurones. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, et c'est la théorie qui a le plus de succès au travers des découvertes que font les neurosciences aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que tout tombe du ciel. La question, c'est est-ce qu'on peut le recevoir? Est-ce que nous sommes en capacité à le recevoir? Car le ciel n'arrête pas de nous inonder de ses bienfaits. Voilà, donc le premier atelier s'intitule donc Découvrir l'instant. Alors,
découvrir l'instant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà, dans un premier temps, que nous ne sommes quasiment jamais là. Nous sommes souvent préoccupés soit par le passé, soit par nos projections futures. Donc, la première étape dans cet atelier consiste à déjouer, bien sûr, les illusions du mental égo en l'obligeant, par des exercices très simples mais très efficaces, à être présent à l'instant. Donc, à la fin de l'atelier, normalement, une certaine sérénité sera installée, le passé restera dans le passé, le futur ne sera pas encore là, et le présent, quant à lui, sera plutôt dilué. Et c'est la raison pour laquelle j'évite de parler d'instant présent, je parle plutôt d'instant. L'instant, c'est quelque chose que l'on peut vraiment élargir et s'y installer confortablement. Et le premier atelier aura pour objectif d'éliminer ces illusions, de vous installer dans l'instant, de devenir de fait plus cohérent sur un plan physique, émotionnel, mental. Vous devriez ressentir physiquement ce qu'est être dans l'instant. Et pour ça, nous utiliserons des outils qui n'ont rien à voir avec la méditation, rien à voir avec l'hypnose. Ce sont des outils originaux que j'ai créés et qui sont, que j'ai connectés, ce serait plus juste, et qui sont tout à fait efficaces pour être vraiment présents. Voilà, donc à partir de là, dans cet atelier où l'instant est installé, vous commencerez aussi à ressentir les frontières ténues de ce que j'appelle la conscience intuitive, c'est-à-dire cette vibration très particulière qui commence à laisser ouvrir une porte à d'autres perceptions, d'autres sensations, ce qu'on appelle l'intuition, d'autres informations. Alors ça sera bien sûr très fugace, pour certains très facile, pour d'autres plus compliqué, mais normalement à la fin de cet atelier, vous serez vraiment en capacité à vous mettre dans une vibration de l'instant, qui est donc la première étape, la bonne première étape pour accueillir les autres dimensions. Alors, piloter sa pleine conscience. Donc là, comme je vous l'ai dit, à la fin du premier atelier, on va être aux frontières de la conscience, mais on ne sera pas encore en capacité de naviguer, d'être à l'aise dans cet état très particulier qui va être bien sûr très instable au début. Rappelez-vous, le mental, l'ego, toujours perturbateur, toujours questionnant, toujours en train de juger, d'évaluer, de dénigrer ou de valider ou d'invalider les ressentis, sera toujours un peu là. Donc là, pour aller dans cette deuxième étape de vécu de l'instant, nous utiliserons les outils de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Donc là, concrètement, vous passerez dans des états modifiés de conscience et c'est vous qui piloterez ces états modifiés de conscience. Alors vous les piloterez non pas à partir de votre mental, car lui en est bien incapable, mais bien au niveau de votre conscience. C'est la raison pour laquelle ce deuxième atelier s'appelle « Piloter la pleine conscience », car c'est à ce niveau-là, au niveau de votre conscience, qu'on appelle l'ego observeur, que vous allez entrer progressivement dans ces états modifiés de conscience, dans cette transe que vous allez piloter vous-même. Bien sûr, je vais vous accompagner au début, je vais vous transmettre des outils très simples qu'on appelle la routine d'auto-hypnose, qui vont vous permettre d'accéder à ce que j'appelle les croyances limitantes ou les blessures sources, c'est-à-dire la blessure qui vous empêche de passer à une autre étape de votre vie, et la croyance limitante qui vous donne l'illusion que vous êtes dans votre vérité, dans votre certitude, et qui malgré tout en vous sécurisant, vous empêche d'accéder à tout un potentiel qui n'attend que votre lâcher-prise. Alors, pour la partie donc, du deuxième atelier, je vais utiliser donc plutôt l'hypnose humaniste. Alors, l'hypnose ericksonienne a une particularité très connue qui consiste à dissocier la personne. Donc vous avez d'un côté le mental, de l'autre côté l'inconscient, et l'hypnothérapeute joue au garagiste, bricole l'inconscient, répare, entre guillemets, avec l'aide de l'inconscient, s'il est d'accord, la phobie, la peur, tout ce qui vous empêche d'avancer. Et une fois que la réparation est réalisée, eh bien, on demande à l'inconscient de mettre en place cette réparation dans votre mental opératif, au quotidien, et vous changez sans vraiment savoir comment et pourquoi vous changez. Vous aviez une demande, vous avez été voir un hypnothérapeute,
il a discuté et bricolé votre inconscient, avec votre accord bien sûr, puisqu'il ne peut rien imposer à votre inconscient, et vous repartez, la phobie a disparu, la peur a disparu, les tocs sont atténués, certaines, alors je ne dirais pas maladies, parce que ça pourrait passer pour des miracles, et je ne suis pas du tout là-dedans, mais certaines gènes importantes peuvent s'atténuer, voire disparaître, et d'ailleurs l'hypnose ericksonienne est très utilisée dans les hôpitaux aujourd'hui. Dans le cadre de l'atelier numéro 2, nous utiliserons plutôt ce que j'appelle l'hypnose humaniste. Alors l'hypnose humaniste, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est plutôt une émanation d'un travail excellent qui a été réalisé par Olivier Lequert dans son institut, l'IFHE, avec son épouse Patricia D'Angeli, qui permet justement d'utiliser cet ego-observeur, c'est-à-dire cette conscience qui est nous, et plus que nous, et qui permet de travailler sur nous-mêmes sans dissociation, sans que le mental, le subconscient et l'inconscient se séparent, se diffractent. On va conserver ces trois états de l'être et par le biais de la conscience, qui est donc nous, nous allons opérer ces changements intérieurs et l'auto-hypnose sera pratiquée donc en pleine conscience. Alors bien sûr, le principal écueil de la technique consiste à se dire mais ça ressemble étrangement à mon état de conscience ou quand je suis conscient. Et la réponse est oui, puisque votre état de petit conscient n'est jamais que la pointe de ce rayon lumineux qu'est votre conscience. Donc oui, vous allez retrouver des sensations, des perceptions très similaires. Mais à un certain moment, des choses vont jaillir de vous. Et là, vous allez être surpris. Et c'est justement ce jaillissement que vous n'attendiez pas, souvent émotionnel, c'est à ce moment-là que les choses vont s'opérer. Et là, vous saurez que vous étiez en état de pleine conscience. Et bien souvent, comme je le vis dans mes ateliers, et aussi bien dans l'accompagnement thérapeutique en cabinet, les personnes n'ont qu'une envie, c'est de retrouver cet instant extraordinaire de total lâcher-prise, où l'on peut être totalement agissant, sans les affres de l'ego et du jugement. Donc, je ne fais pas de promesses en l'air, chacun ira là où il peut aller, à l'endroit où il se trouve de son évolution, mais de mon côté, sachez que je mettrai tout en œuvre pour vous aider, vous accompagner à cette connexion. C'est gentil. Namasté. Alors, on va commencer donc par le titre, incarner la présence intuitive. Alors, comme je vous l'ai dit, la grande étape d'évolution, après la première partie de vie, qu'on appelle donc l'apparence, c'est incarner qui nous sommes. Alors, d'autres parlent de congruence. C'est tout à fait juste. La congruence consiste à être à l'extérieur tel que l'on est à l'intérieur. Et ça n'est pas si simple. Ça peut demander toute une vie, voire plusieurs vies. Être à l'extérieur tel que l'on est à l'intérieur suppose que l'on a fait la paix avec soi-même, avec ses blessures, avec ses peurs, avec sa famille, son entourage, et que l'on est en capacité à se montrer tel que l'on est, sans craindre le jugement des autres et sans s'imposer à soi-même une autocritique, une autodévalorisation et toutes ces choses qui nous empoisonnent la vie. Donc, incarner la présence intuitive, ça signifie que nous sommes dans cette vibration-là, dans cette recherche-là. Nous sommes dans une espèce de lâcher-prise. Alors, lâcher-prise, c'est une notion très particulière et j'ai mis près de 15 ans à comprendre ce que ça voulait dire. Lâcher-prise, c'est une notion mentale qu'on ne peut pas traiter et accueillir avec le mental. Et il faut de longues périodes de méditation, de longues périodes de recueillement pour accueillir le lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas le fait de la volition mentale. C'est quelque chose qui s'impose à nous quand on a fait tout ce travail de conscientisation de notre être. Lorsque l'on sait que tout est juste, que chaque chose est à sa place, qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour améliorer, accélérer, ralentir les phénomènes qui se manifestent dans notre existence. Que tout cela est appelé par notre conscience et au-delà par la conscience collective que certains appellent le divin. Quand on a compris, ressenti cela, quand on a fusionné avec ça, eh bien le libre arbitre justement ne sert plus à rien.
Nous sommes dans une espèce de lâcher-prise qu'on peut aussi appeler la foi, où l'on sait que ce qui est important et juste pour nous se manifestera au bon moment et de la bonne manière. C'est la raison pour laquelle, si vous faites ces ateliers, venez avec tout votre cœur d'enfant. Venez accueillir, accepter d'être surpris, bousculé dans vos certitudes. Faites l'expérience sincèrement. Et après, il sera bien temps de mettre votre libre arbitre, votre ego, votre jugement pour décortiquer, saucissonner, faire le tri. Et tout ça, c'est juste aussi. Et bien sûr, vous ne garderez que ce qui est bon pour vous, et le reste, oubliez-le, ça n'a aucune espèce d'importance. Dans cette troisième atelier, dans cette troisième étape d'évolution, où je vous inviterai à incarner la présence intuitive, en fait, je vous transmettrai ce que j'ai appelé la bulle méditative Evopsy. Alors, Evopsy, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient donc de la psychologie sociale, qui intègre les deux vocables, évolution, psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains chercheurs se sont rendus compte que, effectivement, dans cette boîte crânienne, nous avons plusieurs cerveaux. Et que tous ces cerveaux ne sont pas nés au même moment. Qu'ils n'ont pas la même perception de la réalité. Et que, en 300 000 ans d'existence, nous avons évolué de manière très lente, très progressive. Et voici qu'en à peine un siècle, 50 ans, nous sommes confrontés à des modifications impressionnantes de notre réalité, de nos modes de vie. Tout s'accélère, tout devient complexe. Les relations sociales, familiales, sentimentales. Et nous avons pour cela des cerveaux archaïques qui n'ont pas encore eu le temps de s'adapter à toutes ces évolutions. Il a fallu donc trouver un moyen pour aider ces vieux cerveaux à transiter, à basculer vers ce fameux cortex préfrontal qui est beaucoup plus récent et qui est le seul, visiblement, capable d'intégrer toute cette complexité. Donc la bulle de méditation méditative Evopsy est un outil justement qui permet à tous ces autres cerveaux de laisser la gouvernance à votre cortex préfrontal, de manière à ce qu'il se connecte à votre intuition, à la source, à quelque chose qui va entrer en vous et vous permettre d'accéder à un autre espace, un espace intérieur qui est beaucoup plus vaste que l'espace extérieur. La méditation est une des portes, ce n'est pas la seule, mais c'est celle que j'ai expérimentée pendant de longues années, de longs mois, et je peux vous garantir que quoi que vous fassiez, vous arriverez de toute façon à vous connecter à votre conscience et à votre intuition. Ce n'est qu'une question de pratique et de temps. Et lors de ce troisième atelier, lorsque cette bulle méditative Evopsy sera installée en vous, je vous inviterai à aller découvrir ce qu'on appelle le soi idéal, c'est-à-dire ce que l'on est réellement en dehors de ce corps, en dehors de toutes ces programmations, en dehors de ce petit automate que l'on croit être. Il y a une part de nous qui est parfaite. Donc nous utiliserons cette méditation de pleine conscience qui va vous guider vers votre soi idéal. Et une fois que vous aurez atteint ce soi idéal, et c'est le vœu que je pose aujourd'hui pour cette troisième atelier, eh bien peut-être qu'une autre conscience, une autre présence se manifestera, se connectera à vous. Appelez-la comme vous voulez, conscience supérieure, ange gardien, peu importe. Mais si cela est le cas, vous vous rappellerez. Alors juste avant de passer aux questions, précisez donc à toutes les personnes qui sont ici ce soir que chaque atelier s'appuie sur des supports donc créés par l'association ActiveZen, qui sont des supports de formation et qui pourront aussi vous permettre, si vous le souhaitez, de poursuivre plus tard votre propre recherche et votre propre évolution. Donc là, vous avez vu l'auto-hypnose. Ici, vous avez la méditation Evopsy. Donc découvrez la méditation Evopsy, 21 jours et 21 méditations. Et enfin, pour les curieux, le dernier manuel qui concerne le Lao Chi, la fréquence du cœur. Voilà, celle que je présente au Salon Zen à partir du dimanche 1er octobre, puisque je ferai une conférence à 11h sur Salon Zen, Porte Champéret. Et maintenant, je réponds à toutes les questions si j'ai la réponse. Bonne question.
La première contre-indication, c'est surtout si vous ne vous sentez pas prêt, ne venez pas. Je veux dire par là que la curiosité, c'est intéressant, mais c'est beaucoup du mental. Les ateliers sont conçus pour s'adresser donc bien sûr à votre cœur en passant par le filtre du mental. Donc la curiosité n'est pas suffisante, la volonté n'est pas suffisante. Une des chances de succès à la poursuite et le fait de venir à cet atelier consiste à plutôt suivre une forme de motivation intérieure. Si vous avez une motivation à travailler avec moi ou avec d'autres personnes, alors suivez votre instinct, suivez votre motivation. Parce que pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que moi-même j'ai été atteint et victime lors de, je dirais, ma première ouverture de troisième œil, de cette boulimie spirituelle. Donc j'ai suivi beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, j'ai lu beaucoup de livres, et finalement je n'ai fait que satisfaire mon mental et mon ego, et je me suis donc, j'étais presque en burn-out spirituel, tellement je m'étais investi dans tout ça. Donc c'était peut-être la voie nécessaire pour moi, mais c'était beaucoup trop. Donc j'ai fini par abandonner tout ça, oublier tout ça, et plutôt accueillir ce que la vie me proposait. Et accueillant ce que la vie me proposait sur mon chemin, j'ai fait de belles rencontres, j'ai discuté avec certaines personnes qui m'ont éclairé, et c'est elles qui m'ont guidé finalement. Et j'ai compris plus tard que finalement c'était des signes du ciel, et que c'est comme ça que les choses doivent se faire, de manière naturelle. Donc si vous sentez qu'il y a cette force qui vous pousse, cette motivation qui vous pousse, et si vous êtes là ce soir, ça n'est certainement pas le fruit du hasard, auquel je ne crois absolument pas, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc dans ce cas-là, si vous sentez cette motivation, cette énergie un peu vibrante, peut-être même cette joie, cet enthousiasme, alors c'est la bonne énergie pour venir aux ateliers. Des manuels, voilà, des manuels. Voilà, absolument. Donc les manuels sont bien sûr accessibles soit sur le site activezen.eu, soit sur amazon.fr. Et là, il vous suffit de taper donc Christian Calafate et vous aurez les 3 manuels normalement qui s'afficheront. Et ce sont donc des manuels qui ont été conçus comme des outils pédagogiques. C'est-à-dire qu'en clair, vous pouvez travailler avec ces manuels. Il y a à l'intérieur beaucoup de questions qui vous seront posées pour vous aider justement à évacuer toute la partie mentale et vous rapprocher progressivement de votre intuitif. Et il y a aussi, bien sûr, certains chapitres sur mon propre parcours, sur lesquels je ne me suis pas étalé aujourd'hui, ce soir, qui vous permettent aussi de comprendre mon cheminement. Donc, tout ça s'est présenté à moi progressivement, et je remercie non seulement mon guide, mais la vie pour m'avoir laissé le temps justement de vivre cette vie d'homme, d'avoir un enfant, de me marier, de me séparer, enfin voilà, d'avoir vécu toutes ces vicissitudes et tous ces miracles de la vie, pour pouvoir aujourd'hui accompagner avec une écoute et une compréhension très différente de ce qu'elle aurait pu être si j'étais resté ce petit homme orgueilleux et programmé que j'étais avant mes 40 ans. Alors, je vais vous donner une réponse que je donne assez régulièrement, c'est oui et non. Alors, oui, cette connexion à l'instant, c'est-à-dire à votre vibration fondamentale, elle est acquise, mentalement parlant, pour la vie. Quels que soient vos conditionnements, vos peurs, votre vie, c'est acquis pour la vie. Par contre, et le fait justement d'avoir tous ces conditionnements et cette vie-là vous fera passer par ce que j'appelle les étapes d'involution. En clair, vous allez connecter une information, vous allez ressentir un enthousiasme évolutif, un zénith qui va vous donner l'illusion que vous êtes arrivé, et c'est justement à ce moment-là que la courbe d'évolution va s'inverser et que vous allez entrer en involution. Et là, vous allez douter de ce que vous avez expérimenté et ressenti. Donc si vous regardez cette boucle, vous verrez que à l'intérieur, il y a une dépression. Et c'est souvent ce qui se passe lorsque la pression extérieure est trop forte. L'univers, la vie, nous aide à nous rééquilibrer en créant cette dépression. Donc ce que vous appelez dépression, ce que mes clients appellent dépression, moi j'appelle ça involution. C'est-à-dire une étape nécessaire de compréhension et de tri.
entre ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris, ressenti, et ce que vous êtes en train de trier par ce phénomène de dépression, où vous aurez l'impression que vous avez perdu cette vibration fondamentale de l'instant que vous avez acquise. Et une fois que cette période d'involution sera passée, vous allez repartir sur une nouvelle boucle d'involution. Et là, comme par hasard, qui n'existe toujours pas, vous allez ressentir de nouveau, différemment, peut-être plus fort, cette vibration fondamentale de l'instant. De nouveau, une euphorie, une joie va vous envahir, vous allez comprendre de nouvelles choses et arriver au zénith, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles intuitions, de nouveaux rêves, lucides ou non, vont venir alimenter votre conscient. Et de la même manière, la courbe redescendra. Une nouvelle dépression se mettra en place, le tri se fera et vous continuerez à évoluer. Ainsi, et cela jusqu'à la fin de votre vie. Alors, je ne suis pas très fort en conseil. Ce que je peux partager avec vous, c'est ce que j'ai vécu. Et effectivement, ayant connu ce burn-out spirituel, j'ai eu un rejet en fait. Pour moi, tout était devenu du charlatanisme, de la poudre aux yeux, de l'espérance, voilà, New Age, enfin voilà. J'ai eu un rejet complet et je n'ai retrouvé, je dirais, la sérénité que dans la méditation. Voilà. La seule chose que j'ai conservée de tout ce parcours-là, c'est la méditation et l'état méditatif. Et en me reconnectant à ma source, à ma vibration primordiale, donc à l'instant, j'ai reconnecté, j'ai reconstruit en moi finalement cette structure, cette pyramide de conscience. Et à partir de là, les informations, ce qu'on appelle la canalisation, les informations sont arrivées. Alors bien sûr, il y a eu des informations externes, qu'on appelle les synchronicités, donc que j'ai reconnues comme étant des informations tangibles et patentes et utiles pour moi, et qui m'ont permis d'avancer. Et il y a eu donc des connexions internes, donc ces prises de conscience qui m'ont permis de me restructurer et de sortir de cette boucle d'involution. Donc, patience, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bienveillance vis-à-vis de soi-même. Voilà, savoir que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin d'évolution, sur notre chemin de vie, que notre vie a un sens, ça j'en suis convaincu, que nous sommes là et nous avons été là à bien d'autres reprises, dans d'autres époques, dans d'autres champs, et que voilà, nous sommes accompagnés. Donc garder espoir et surtout être bienveillant avec soi-même et faire des choses agréables, tout simplement, qui nous sont agréables. Marcher dans la nature, accueillir le sourire d'un enfant, caresser un animal domestique, observer des petites choses de la vie qui nous font plaisir. Ce sont des pansements, mais ce sont des pansements qui peuvent être utiles quand on est justement en déshérence de soi-même. C'est une autre bonne question, je ne sais pas. Je n'ai pas été confronté à ce type de pathologie. Le cortex préfrontal peut effectivement être altéré et ça génère effectivement des dysfonctionnements émotionnels la plupart du temps et des soucis de mémoire aussi. Donc j'ai envie de dire, le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer au moins un atelier et de ressentir ou pas comment cela fonctionne pour vous. Mais là, je suis incompétent à vous dire que ça va fonctionner, je n'en sais rien. Alors, en tant qu'hypnothérapeute et en tant que coach aussi, j'ai été, je dirais, entraîné à utiliser tous les sens, en fait tout ce qu'on appelle le VACOG, donc aussi bien le visuel que l'auditif, que le kinesthésique, le gustatif, l'olfactif et bien sûr le ressenti. Donc moi-même je suis quelqu'un plutôt de visuel, mais néanmoins dans l'accompagnement je fais très attention de stimuler les autres sens. Et comme le disait l'un de mes professeurs en hypnose spirituelle, Jean-Charles Chabot, je travaille sur la sensualisation. Donc l'objectif est vraiment d'allumer tous les sens qui sont à notre disposition, donc les fameux 6 sens dont je vous ai parlé, pour que vous puissiez vraiment être dans cette résonance globale. Oui, effectivement, il faut être prudent. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'utilise principalement donc l'hypnose humaniste, qui est une hypnose de pleine conscience, où il n'y a pas de dissociation. Donc, la difficulté des schizophrènes, c'est qu'ils sont naturellement dissociés. Donc, bien évidemment, on ne va pas aggraver la situation de dissociation en utilisant l'hypnose ericksonienne, par exemple.
Donc je dirais que ma voie, mon outil principal, c'est bien l'hypnose humaniste où l'on reste totalement associé. Maintenant, si la personne a des inquiétudes, je peux l'entendre et je comprendrai parfaitement qu'elle ne participe pas à l'atelier, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, ma réponse est la suivante, il n'y a pas de dissociation, même en pleine conscience, et surtout en pleine conscience, on reste totalement associé. Effectivement. Alors, on peut mettre en place des PDF, moi je m'adapte, donc des PDF, j'essaie de réfléchir, quel type de PDF serait souhaitable pour la personne. Alors moi je peux mettre effectivement en place ce que j'appelle des PDF de synthèse, pour permettre à la personne de comprendre et de revisualiser les grandes étapes par lesquelles elle est passée, puisque je ne vais pas mettre les outils, puisque les outils sont censés être vécus. Sinon, à quoi bon? Ouvrez un livre. Donc voilà, donc on peut faire effectivement pour chaque atelier un PDF de remémoration, puisque le mental a besoin de support et de réassurance. Là-dessus, ça pose aucun souci. Alors, la question est de savoir si cette lumière a une conscience, et si cette conscience, on peut vous communiquer avec elle, ou si ça reste uniquement au stade du ressenti, ce que j'appelle la sérénité. Alors oui, justement, si on est vraiment motivé, on a cette force intérieure qui nous permet de passer au-delà des peurs. Là où la peur peut gagner, et gagne souvent, c'est lorsque on fait usage de sa volonté. La volonté étant le fruit du mental, d'une décision, d'une auto-suggestion, d'une auto-conviction, et il suffit qu'un argument ou un événement extérieur ou interne se produise pour que la volonté diminue et qu'on ne fasse pas ce qu'on avait prévu de faire. Et c'est d'ailleurs principalement le problème des gens qui ont des difficultés à terminer ou à commencer les choses. Tous ceux qui font de la procrastination ont des problèmes de volonté, justement, et pas de motivation. Donc le rôle d'un accompagnant en cabinet ou en coaching est justement de permettre aux personnes de se reconnecter à leur motivation première. Et c'est de là que vient l'énergie. Motivation, la racine latine c'est movere, ça veut dire se mettre en mouvement. Donc sans motivation, pas de mouvement. Donc oublier la volonté, c'est un sous-produit du mental, et c'est un sous-produit qui effectivement abrite nos peurs, nos blessures, nos limitations. Oui, la connexion à la lumière. Oui, tout à fait. Donc pour répondre à cette personne, l'atelier numéro 3 devrait permettre aux personnes de se reconnecter à leur lumière, et peut-être même d'aller un petit peu au-delà, puisque cette lumière n'est pas juste de l'énergie ou une fréquence, c'est une pure conscience. Et c'est la nôtre. Donc ça peut être très intéressant d'entrer en relation avec sa propre conscience et de recevoir de l'information de sa propre conscience. Très peu de choses en définitive. Je crois qu'elle est causée par un insecte. Donc c'est une piqûre, un tic qui produit cette petite molécule qui va nous perturber. Alors je crois savoir, puisque j'ai une amie qui a été piquée il n'y a pas très longtemps, malheureusement à Paris, comme quoi quand ça doit arriver, ça arrive, et elle s'est plainte de maux de tête, de courbatures, de quelque chose qui ressemble à la fibromyalgie. Donc ça a été très douloureux pour elle, et là les soins énergétiques l'ont aidé justement à passer l'étape des douleurs et à accélérer le processus d'auto-guérison. Donc je le répète, le Reiki comme le Lao Chi ne sont pas des remèdes miracles pour guérir les gens, ce sont juste des processus magnétiques qui permettent au corps justement de retrouver une certaine forme d'énergie électromagnétique pour entamer le processus d'auto-guérison que nous avons tous en nous. Et je trouve tout à fait passionnant qu'un médecin s'adonne à ce type d'expérience où il permet effectivement, visiblement, d'après les témoignages que j'ai pu en lire, à certaines personnes de vivre une espèce de NDE consciente. Alors je ne peux qu'abonder dans son sens, puisque moi-même je l'ai expérimenté dans le cadre de ma formation en hypnose spirituelle. Et pour l'avoir vécu, je ne peux que vous dire la vérité, ça fonctionne. Ça fonctionne si on est prêt, si on a la bonne vibration, si on a fait le deuil de certaines choses dans sa vie, si on est au clair avec ses blessures, avec ses peurs. Oui, ça fonctionne, et ça fonctionne admirablement. Donc merci au docteur Jean-Jacques Charbonnier de proposer ces ateliers, et merci à Jean-Charles Chabot de le faire, et à plein d'autres, à Greg Braden, à Nassim Haramein, enfin à tous ces gens extraordinaires qui ouvrent
qui ouvrent nos consciences aussi, notre mental ego, et qui nous permettent d'accéder à d'autres vérités. Merci à tous ces gens-là, bien sûr. Alors, non, les formations Active Zen se passent alors prioritairement, bien sûr, à Paris, là où se trouve l'association, en général le week-end. Pour les méditations, c'est plutôt en semaine. Donc là, il faut vraiment vous rendre sur le site activezen.eu pour avoir les dates, les tarifs, bien sûr, dans la rubrique stage. Alors, il arrive aussi que je me déplace en province. J'ai eu fait des stages aussi à Bruxelles, en Belgique. Donc là, c'est plutôt dans le cadre de partenariats avec soit des thérapeutes, soit des présidents d'associations qui sont intéressés ou qui ont expérimenté certaines techniques sur les salons où j'étais présent avec mes collègues et qui ont réussi à convaincre ou à réunir 7 à 10 personnes et où ils m'invitent donc dans le cadre de formations en dehors de Paris à faire ces formations de Reiki, de Lao Chi, d'auto-hypnose ou de méditation Evopsy. Et là, effectivement, je sors un peu de ma capitale pour aller vivre de belles expériences en région. Alors oui, les cycles d'involution sont tout à fait cohérents avec nos cycles de dépression. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la dépression est un moment privilégié. Je sais que c'est pas évident à dire et à entendre, mais c'est un moment privilégié qui nous est donné pour faire le point, pour nous poser, pour faire le tri, pour intégrer ce qui est juste et bon pour nous, et pour nous transformer. Si nous n'avions pas de dépression, de souffrance, pourquoi ferions-nous l'effort de changer? Donc ces choses-là sont prévues, sont posées sur notre chemin, mais je tiens aussi à préciser que la souffrance n'est pas le seul levier d'évolution, bien évidemment. Lorsque l'on a dépassé ce levier de souffrance, de dépression, et je suis moi-même passé par des phases de dépression, on peut tout à fait évoluer dans la joie, la sérénité, et tout se passe très bien, et on intègre toujours ces petites boucles d'involution, mais elles durent de moins en moins longtemps, et on le sait, on anticipe, et on s'isole un peu à ce moment-là de notre entourage, où on l'explique tout simplement, tiens, en ce moment, je ne suis pas bien, je suis dans une boucle d'involution, je ressens que mes émotions sont incohérentes, je suis dans un chaos intérieur, j'ai besoin de solitude, ça durera une journée, 2 journées, merci de me faire confiance et de me laisser ce temps-là de ressourcement, et ensuite tout reviendra à la normale, et les gens qui vous aiment le comprennent et vous laissent ce temps d'involution, et bien sûr nous aussi nous comprenons et nous laissons ce temps d'involution à nos proches, à nos enfants, à notre compagne, pour que justement ils puissent grandir à leur rythme, à eux. Ça c'est très important. Donc l'état dépressif c'est juste une bonne nouvelle, puisque ça annonce justement ce redécollage et cette libération et cette nouvelle prise de conscience à venir. Alors toujours la même réponse, oui et non. Alors oui, ça signifie que vous avez atteint l'éveil, formidable, vous n'êtes plus l'esclave de votre ego, il est votre serviteur fidèle, honnête, vous n'êtes plus dans le jugement, vous êtes serein, et vous êtes en capacité d'accomplir non plus votre mission de vie, elle est accomplie, vous êtes éveillé à un certain niveau de conscience, donc vous êtes passé dans votre mission d'âme, et cette mission d'âme consiste justement à accompagner les autres pour les éveiller. Si vous n'êtes pas en état d'éveil, et cet état d'éveil peut être permanent, ou alors épisodique, on appelle ça des épiphanies, alors là, effectivement, vous allez être de nouveau le jouet de votre mental ego, parce qu'une mauvaise nouvelle est venue dans votre vie, parce que votre compagne ou votre compagnon vous a abandonné, trahi, humilié, parce que votre employeur n'a pas tenu sa promesse, enfin voilà, tous les événements de la vie qui peuvent nous bousculer, nous chahuter, tous ces petits chaos qui sont finalement autant d'opportunités pour nous à évoluer et à comprendre nos mécanismes internes. Il n'y a rien à détruire, rien à faire disparaître, juste à accueillir, accepter et dépasser, sublimer. Il y a un terme que j'aime beaucoup, j'ai lu récemment un livre très intéressant de Patrick Burenstenas, qui est un alchimiste, et je trouve que c'est tout à fait ça, notre mécanique interne. Nous sommes là pour alchimiser toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces limitations, et transformer ce plomb de notre mental ego en or, en lumière de notre conscience. Oui, je ne vois rien qui s'y oppose, c'est très complémentaire. Dans ma clientèle, j'ai beaucoup de gens qui ont suivi pendant de longues années ou qui suivent encore soit de la psychanalyse, ils sont accompagnés par un psychanalyste,
beaucoup par des psychiatres, d'autres par des psychologues. Et le travail que nous faisons, nous, est un travail complémentaire à ces accompagnements qui ont leur raison d'être, qui sont aussi très efficaces, mais qui s'inscrivent dans une autre temporalité. Moi, je travaille soit en hypnose dans une temporalité plus courte, on appelle ça les thérapies brèves, soit en énergétique, dans des temporalités, je dirais, de conscience, où là, le temps, justement, n'existe plus, et où la personne va connecter d'autres niveaux de conscience et accéder à d'autres niveaux d'information que le mental ego ne touche quasiment jamais, aussi bien en psychothérapie ou en psychanalyse ou en psychiatrie. Donc c'est vraiment très complémentaire. Oui. Alors là, on est plutôt dans l'accompagnement énergétique. Donc le magnétisme que vous connaissez dans nos campagnes et qui existe encore aujourd'hui, vous avez des magnétiseurs qui sont très efficaces, plus efficaces même parfois que la médecine traditionnelle, sur tout ce qui touche aux zonas par exemple. On a d'excellents résultats. Tout ce qui touche aux brûlures aussi, c'est beaucoup d'hôpitaux en France font appel à ce qu'on appelle des barreurs de feu, même s'ils ne l'avouent pas toujours. Mais j'ai vu une émission qui est passée sur France Télévisions il y a quelques années, où l'on voyait effectivement des internes ou des médecins faire appel à des barreurs de feu pour stopper justement le feu sous-cutané en utilisant justement sa technique magnétique et à distance, ce qui est encore plus troublant. Mais ça c'est un autre sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc le magnétisme sous la forme Reiki ou Lao-Chi apporte effectivement de très bons résultats. Moi-même j'ai pu vivre des petits miracles entre guillemets de guérison qui sont bien sûr une co-création. Je ne me permets pas de dire que je guéris les gens, je crois que je n'ai jamais guéri personne, mais j'ai contribué par cette fameuse co-création à la guérison de certaines pathologies, et certaines pathologies même très sévères comme le cancer ou comment on appelle ça, l'empoisonnement du sang, enfin voilà, leucémie, voilà, une double leucémie de la moelle osseuse, avec greffe bien sûr de moelle osseuse, et on a obtenu de très très bons résultats quand on sait que c'est une pathologie où 93% des malades malheureusement quittent cette dimension. Donc oui, avec l'énergétique, on peut obtenir un très bon accompagnement, très complémentaire à la médecine allopathique, à la chimiothérapie, à la riothérapie, qui permet justement aux cellules par le système magnétique de vibration, d'accéder justement à l'information de guérison qui est fortement mise à mal par tous ces agents extérieurs que l'on met dans le corps pour aider le patient à survivre. Et voilà, donc c'est très 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 complémentaire, mais là encore je ne peux ni parler ni promettre la guérison, ce sont simplement des co-créations qui passent par le patient, par l'effet placebo, par le thérapeute, l'accompagnant. Tout ça se mélange, et quand tout est en harmonie et en cohérence, eh bien la guérison émerge, et là la personne en général bascule, fait ce qu'on appelle un saut quantique, et elle ne voit plus du tout la vie de la même manière. Alors je ne sais pas trop ce qu'elle entend par ego faible. L'ego, je vous le rappelle, c'est une structure psychique qui nous permet de communiquer les uns avec les autres, qui intègre toutes nos pensées, toutes nos émotions et tous nos comportements. Et c'est le fameux « je suis illusoire ». Donc si l'on se cantonne à nos émotions, nos pensées, nos comportements, qu'ils soient faibles ou forts, cet ego n'est ni plus ni moins qu'un filtre qui fabrique des illusions. Donc qu'il soit faible ou fort, il sera traité, et à un moment il lâchera, et c'est tout le vœu que j'émets aujourd'hui à travers les personnes que je retrouverai dans les ateliers, c'est que cet ego laisse la place, cède la place, et il sera à un moment invité à le faire, parce que rien ne résiste à la conscience, et cet appel, il est interne, il est profond, et si vous venez aux ateliers, c'est que vous êtes suffisamment motivé pour le faire, et que cet appel, vous l'avez entendu, et nous ferons ensemble ce voyage au-delà des limites de l'ego. Alors, donc je vous ai parlé des 6 sens que nous avons. Le 7e, c'est l'intuition. Le 8e sens, c'est la télépathie. Le 9e sens, c'est la capacité à être à plusieurs endroits. C'est donc la décorporation, qui inclut aussi la bilocation. C'est aussi la projection de conscience. Donc ça, si ça vous intéresse, allez lire le merveilleux ouvrage qui parle de Nicolas Fraisse, F-R-A-I-2-S-E, qui explique comment, depuis sa plus tendre enfance, il se promène en conscience dans différents endroits,
et ramène de l'information qui après est vérifiée bien sûr et qu'il est capable comme ça non pas de sortir de son corps mais d'élargir son champ de conscience et d'aller à un endroit déterminé et voir ce qui s'y passe et ramener l'information aux scientifiques qui l'ont suivi pendant 10 ans. Donc la télépathie, c'est une disposition que nous avons tous, hein, bien sûr. Il y a bien sûr la médiumnité aussi, nous sommes tous médiums quelque part. Nous avons toutes ces capacités, toutes ces facultés en nous. Elles sont simplement dormantes, puisqu'elles dépendent effectivement de notre niveau de conscience et de notre capacité à les accueillir et à les intégrer dans notre vie. Donc je ne me suis pas appesanti sur mes premières connexions et premières perceptions en tant qu'enfant, mais il y avait un peu de cela, et comme je n'étais pas prêt, bien sûr la peur et le mental ego ont refermé le couvercle. C'était plutôt souhaitable puisqu'il me fallait vivre cette vie d'homme pour pouvoir accompagner de manière différente et peut-être plus efficace aujourd'hui les personnes que j'accompagne. Donc oui, nous sommes tous télépathes, nous le sommes quand tout va bien, nous le sommes quand tout va mal. Voilà, c'est un autre outil de connexion au réel, bien sûr. Alors, plusieurs questions. Peut-on être en couple et continuer son chemin d'éveil? Je suis en couple et je vous confirme, c'est le meilleur chemin d'éveil que vous aurez jamais. Donc, vive les couples, voilà, c'est un excellent outil pour apprendre à se connaître au travers du regard de l'autre. Et bien évidemment, il faut toujours s'autoriser ces petites parenthèses où l'on est seul avec soi-même, car c'est aussi important, même si on est en couple, d'avoir ces instants-là, mais bien évidemment le couple est pour moi un accélérateur d'éveil. Alors le plus haut niveau d'éveil que j'ai connu, à titre personnel, c'est la fusion. Alors, qu'est-ce que la fusion? Eh bien, c'est tout simplement la disparition de la conscience individuelle qui se fonde à la conscience collective, que certains appellent le divin, l'inconscient collectif, les champs quantiques unifiés. Voilà, donc c'est le plus haut niveau que j'ai connecté. Peut-être existe-t-il des niveaux supérieurs à celui-là, mais je ne sais pas. Mais ce niveau-là est tout simplement phénoménal, prodigieux, rempli d'amour et indescriptible. Alors, l'âme, c'est déjà un concept un peu religieux quelque part. Donc, chacun sa religion, chacun sa croyance, et il n'est pas nécessaire d'être croyant pour accéder à ce niveau de conscience. Bon, la conscience et l'âme, moi je ne les confonds pas. Je dirais que l'âme est un peu le vêtement de la conscience, et cette âme, qui est en évolution permanente, utilise justement sa conscience pour évoluer. Donc, elle projette un rayon de conscience dans une dimension qui aujourd'hui, celle qui nous concerne, à savoir la dimension de la Terre, la troisième dimension, mais elle peut aussi la projeter au même moment, même si l'espace-temps n'existe pas vraiment, dans une autre dimension, dans une autre réalité, qui peut être incarnée ou pas, pour vivre une autre expérience. L'âme peut aussi s'amuser, si c'est nécessaire pour elle, à projeter deux rayons de conscience dans la même dimension, incarnée, et je peux être ici et dans un autre corps, connecté à la même âme et évoluer en conscience. Donc c'est quelque chose de très complexe que l'on découvre justement quand on fait ces décorporations et que l'on connecte la conscience globale, que finalement nous sommes des âmes en évolution, nous sommes des bébés âmes, et je suis moi-même un bébé âme, ici incarné, et je continue mon chemin d'évolution en tant qu'âme, et ma conscience est l'outil, justement le levier d'évolution que mon âme a à sa disposition pour évoluer. 20h30, voilà. Donc en général, les ateliers vont durer entre 1h30 et 2h. Je dirais que 2h, c'est bien le maximum. Votre mental ego sera saturé en 45 minutes. Donc ensuite, sachant qu'à la fin de chaque atelier, je vous proposerai un exercice d'approfondissement pour que vous soyez encore mieux préparé pour l'atelier suivant. Et après, ça dépend de chacun de faire ou pas ces exercices. Vous êtes libre, bien sûr, ou de ne rien faire, hein, parce que ça continuera à travailler de toute façon, mais sur un plan inconscient, si vous ne faites pas les exercices. Et ensuite, ça se manifestera au bon moment pour vous, lors du deuxième, du troisième atelier. Et bien sûr, ça continuera au-delà de ces 3 ateliers. La non-communication est une autre forme de communication. Et toute la subtilité consiste à
continuez à communiquer même lorsqu'on ne communique plus. Et sachez que votre communication verbale ne représente que 10% de votre communication. Vos émotions, votre vibration, vos pensées, vos comportements, votre gestuelle non verbal, tout ça c'est de la communication. Donc vous pouvez tout à fait continuer à communiquer même quand vous ne parlez plus. Comme je l'ai évoqué en début de conférence, nous avons un outil prodigieux qui s'appelle le cerveau et qui dispose d'une qualité extraordinaire qui s'appelle la plasticité neuronale. Donc oui, nous pouvons évoluer à tout âge, comprendre, apprendre, nous éveiller à tout âge. Une demi-seconde avant de quitter ce corps, nous pouvons encore aimer et nous pouvons encore apprendre. Donc j'ai moi-même 52 ans, je vais fêter mes 53 ans cette année, et je vous garantis que j'adore apprendre et je continuerai à apprendre jusqu'à la dernière seconde, microseconde de ma vie. Oui et non. Oui et non. Alors, le concept de flamme jumelle, je le trouve enthousiasmant et aliénant. Enthousiasmant parce qu'il nous donne une accélération spirituelle extraordinaire lorsqu'on rencontre et lorsque l'on vibre avec sa flamme jumelle, et aliénant parce qu'elle nous exclut tout le reste. C'est pareil pour le concept d'âme sœur. Exaltant si l'on rencontre son âme sœur, et je rappelle que l'âme sœur peut être une rencontre pleine d'amour, mais ça peut être aussi une rencontre pleine de colère, pleine d'épreuves, pleine d'humiliation. Donc je ne sais pas. C'est rarement Walt Disney. Rarement. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce que justement, cette flamme jumelle ou cette âme sœur est un accélérateur de croissance spirituelle. Et elle n'est pas forcément destinée à durer tout le long de notre chemin de vie. Elle peut arriver à l'instant T et partir, et c'est très juste comme ça aussi. Oui et non. Alors oui, c'est aussi efficace, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la physique quantique, la mécanique quantique qui nous explique que les particules sont intriquées. Intriquées, ça signifie qu'elles sont connectées l'une à l'autre. Une fois qu'une conscience s'est connectée à une autre conscience, ces deux consciences sont intriquées. Et quelle que soit la distance, quel que soit le temps, lorsqu'une conscience vibre, l'autre conscience vibre instantanément. L'espace et le temps disparaissent. Donc, si l'on respecte la mécanique quantique, une initiation à distance est tout à fait juste et tout à fait opérante. De mon point de vue, c'est beaucoup plus agréable de la vivre en direct, pour plein de raisons. Déjà parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, et qu'il peut être intéressant d'avoir un enseignant, un accompagnement, qui peut nous donner des éclairages sur ce que nous avons ressenti lors de l'initiation. Et ensuite, l'initiation est une passerelle. Elle est autant le fait de l'enseignant que de la personne qui reçoit l'initiation. Là encore, comme la guérison, il s'agit d'une co-création. C'est très intéressant de stimuler cette co-création dans le cadre d'un groupe. Car là, on va bénéficier de ce qu'on appelle l'élévation du taux vibratoire. Et cette élévation du taux vibratoire grâce au groupe va donner une expérience d'initiation très différente de l'initiation que l'on a à distance avec son propre taux vibratoire. Alors comme toujours, je distingue les personnes qui ont déjà fait un long chemin spirituel et qui ont déjà un taux vibratoire très élevé, et auquel cas les initiations à distance ne posent aucune difficulté, des personnes qui sont sur leur chemin de conscience et qui en sont au tout début. C'est souvent le cas quand on pratique le Reiki au niveau 1. Et là, je trouve un peu dommage de se priver justement de cette élévation de taux vibratoire qu'apporte le groupe et qui permet de vivre une initiation à un autre niveau de conscience. Mais là, c'est mon point de vue, bien sûr, et ça n'engage que moi. Alors, pour augmenter le stress, pour l'augmenter, c'est très simple. Alors, je vais vous donner une réponse un peu de Normand. Regardez de quelle manière vous augmentez le stress en vous. Ou de quelle manière le stress s'installe en vous. Observez. Et faites tout le contraire. Et vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Donc, analysez comment vous
vivez votre stress, comment vous y participez, de manière consciente, bien sûr, et faites tout le contraire. Donc arrêtez d'alimenter tous les stimulateurs de stress. Et c'est pour moi un très grand honneur, donc merci.